Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, c'est fait. Patrice Talon est donc réélu à la tête du Bénin pour un nouveau mandat de 5 ans. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle qui a proclamé ce mercredi les résultats définitifs de la présidentielle du 11 avril 2021 puisqu'il n'y a eu aucun recours et donc pas d'irrégularité soulevée. Place donc maintenant au développement comme l'a annoncé le nouveau président, le président réélu Patrice Talon lors de sa première prise de parole après la proclamation des résultats provisoires. Mais en attendant, ses partisans, que ce soit réunis, qu'ils soient réunis au sein des partis politiques ou des mouvements politiques, chacun revendique la paternité de cette belle victoire. Notre invité du jour n'échappera sans doute pas à cet exercice, lui qu'on a vu pendant la campagne électorale mouiller le maillot, quelqu'un l'a dit, n'est-ce pas? La victoire à plusieurs paires et l'échec plutôt orphelin. On écoutera dans les minutes à suivre Laurent Zomaï, président du cadre de concertation de la jeunesse. Laurent Zomaï, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette invité que je co-présente avec Herman Parfait Aniaboussou est également retransmise sur plusieurs médias à l'intérieur du pays. Fraternité FM à Parakou, Kandi FM dans la ville éponyme, Solidarité FM à Djougou et bien évidemment sur les différentes plateformes digitales de Canal 3 Bénin. Herman Aniaboussou, bonjour. Bonjour André Dossa, Laurent Zomaï, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Zone Franche. Les résultats définitifs du scrutin du 11 avril sont connus. Le duo Talon-Talata est déclaré définitivement élu donc par la Cour constitutionnelle. Ni contestation, comme l'a dit André Dossa, ni irrégularité également. Comment avez-vous accueilli cette décision de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup, M. Herman. Je voudrais d'entrée remercier le travail que vous abattez en tant que jeune et pour la consolidation donc de la paix dans notre pays et notamment pour la période électorale que nous venons de traverser. Et pour ce qui concerne votre préoccupation, je puis dire que nous sommes véritablement satisfaits, on est très heureux, très contents et donc des résultats définitifs annoncés par la Cour constitutionnelle le mercredi passé. Et pour notre candidat que nous avons soutenu donc de bout en bout du début jusqu'à la fin et avec conviction d'ailleurs, et nous étions très sûrs en tant que jeunes parce que toute élection dans toute nation au fait est véritablement dirigée et conduite par la jeunesse et donc c'est ce que nous venons de faire et nous étions convaincus que ce résultat allait être annoncé. Et ce n'est pas une surprise pour nous parce que nous avions travaillé pour ça. Vous dites que vous êtes heureux, on sent même un soulagement à votre niveau. Est-ce que vous avez craint le pire? Absolument pas. Et le travail que nous avions abattu et nous a convaincus, on était très sûrs et avec le taux donc, de suffrage qu'on devrait avoir pour notre candidat, on était très sûrs qu'il ne devrait pas avoir de challenge. Et pourtant, on constate que la participation n'est pas ce que vous auriez sans doute espéré. On parle de 50,63% d'après la Cour constitutionnelle, contrairement à ce que pense la société civile. Pourquoi est-ce que finalement vous ne vivez pas comme un échec vu toute la mobilisation, toute l'énergie que vous avez dû déployer pendant cette campagne électorale pour faire sortir les citoyens? Merci beaucoup, Monsieur André. Il faut avouer qu'il y a plusieurs facteurs qui ont concouru donc, à ce taux donc, de participation que nous apprécions déjà, vu la période donc, des réformes du système partisan que nous traversons dans notre pays et qui a changé carrément les habitudes sur le plan politique, qui a changé carrément le fonctionnement et donc des partis politiques et des mouvements que nous constituons. Et c'était inévitable que nous ayons quand même... Et d'abord, nous nous réjouissons donc de ce taux de participation parce que ce n'était pas gagné d'avance. Étant donné que aussi de l'autre côté, nous avons nos confrères, que ce soit de l'intérieur ou comme de la diaspora, qui ont tenté quand même d'intimider nos parents et de leur montrer que bon, ce jour-là, il peut avoir le pire et ça, ils ont fait peur aux parents. Et donc la psychose y était et donc véritablement, il faut avouer que nous avons fait un travail qui a payé. Hein. On ne s'y attendait pas qu'on pouvait aller jusqu'à ce taux donc de participation. La réforme du système partisan a finalement bon dos. On lui fait supporter toutes les contre-performances. Pourtant, elle a permis
que les fonds publics soient mis à la disposition des formations politiques. Ça devrait plutôt faciliter la tâche pour ces acteurs politiques, non? Oui, il faut avouer que nous sommes, comment le dire, nous sommes dans un nouveau monde actuellement dans le pays sur le plan politique. Nous sommes véritablement dans un nouveau monde et qui est en train de former donc de nouveaux Béninois et sur le plan politique. Donc du coup, et ça n'a pas encore pris comme cela se doit, mais lorsque vous étalez une statistique donc de 2019, 2020, 2021, et ça se voit exactement, comment on appelle, aisément, et une évolution donc qui évolue et par ascendance. Et donc du coup, on peut dire que d'ici 2-3 élections encore, on peut se retrouver dans les taux de 80-90% de taux de participation. Oui, bien avant l'ouverture de la campagne, vous allez sur le plateau et vous disiez que l'enjeu de cette élection, c'était le taux de participation. Est-ce que pour vous, donc, c'est une mission accomplie quand on a eu que 50,63%? Oui, notre prévision était très simple. Notre prévision était claire et nous travaillions autour de 75% donc de taux de participation. Nous retrouver à 50%. C'est un échec? Du tout pas. Du tout pas. En termes de prévision, c'est bon pour le moral. Oui, c'est très bon. Lorsque vous êtes à 2/3 donc d'une prévision, je pense que c'est un gain et donc nous sommes très fiers donc de ce taux de participation. On pouvait imaginer peut-être 100% de taux de participation et se retrouver à 60% et donc on pourrait se dire scientifiquement c'est un gain. Est-ce qu'il faut donc dire à travers ce taux de participation un désintérêt du citoyen béninois pour la chose politique? Un désintéressement, non. Mais je peux dire que nous sommes à une école. Le Béninois actuellement sur le plan politique avec les réformes du système partisan, nous sommes encore à une école. Et donc c'est petitement que les gens vont grandir après le CEP, le BPC, le bac et les diplômes universitaires et autres. Et donc je pense que nous sommes en train de grandir graduellement et ça prend. Ça prend. Et sans vous mentir, 50,63% de taux de participation aux élections présidentielles après les élections législatives donc de 2019 qui n'ont pas atteint 30%. Il faut avouer que vraiment il y a eu d'évolution. Alors vous, en dehors des difficultés liées à l'application des lois découlant donc de la réforme du système partisan, l'argument souvent avancé pour expliquer le relatif manque d'affluence des électeurs, c'est justement la peur qui a été vendue pour décourager les électeurs désireux donc d'aller aux urnes. Alors, considérons donc que ça a pu avoir lieu, mais vous aussi, jeunes, on vous a vu, vous étiez nombreux, vous avez sorti l'armada qu'on a pu voir pendant cette campagne électorale. Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à convaincre les électeurs, malgré peut-être les velléités, malgré la psychose que l'on a fait planer, pour obtenir justement leur adhésion massive à aller aux urnes? Je pense que c'est cette masse que nous avons pu mobiliser, que nous avons pu côtoyer dans la période-là, et qui a fait ce résultat. Et donc, du coup, on n'a pas pu atteindre tout le monde. On ne pouvait même pas atteindre tout le monde parce qu'on ne peut pas aller de maison en maison et sur toute l'étendue du territoire. Vous étiez plus nombreux que ceux qui peut-être ont vendu la peur, ceux qui ont organisé des manifestations. Ils n'étaient pas aussi nombreux que vous. Oui, tu sais, il y a un adage de chez nous qui dit, il y a un adage de chez nous qui dit, c'est plus facile de détruire que de construire. Voyez-vous, et donc lorsque vous êtes dans votre maison et il y a un coup de tonnerre, tout le monde a peur de sortir. Mais lorsqu'il y a la paix, bon, ce n'est pas la même chose. Voyez-vous. Et construire, c'est difficile, mais détruire, c'est très facile. Lorsque nous travaillons, on passe, et que depuis peut-être les États-Unis, un confrère reste là-bas pour dire, le jour donc, du vote, il aura tir. Et, bon, tout le monde a peur, malgré tout ce que vous avez déjà fait. Est-ce que même en le faisant, est-ce qu'on est en train de construire notre démocratie? Non, du tout pas. On est en train de détruire notre démocratie. Encore moins lorsque nous avons d'ambition, même si c'est futuriste. Et qu'aujourd'hui, nous restons donc dans ce schéma, soyons sûrs que demain, on va ramasser aussi les pots cassés. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'en dehors peut-être de l'enjeu du taux de participation et donc celui de la présidentielle et la victoire de votre candidat, Patrice Talon, est-ce que vous vous sentez interpellé par le fait que c'est dans vos rangs, au sein de la jeunesse, que les artisans de la violence recrutent du personnel, recrutent de la main-d'œuvre pour justement perpétrer les actes de vandalisme auxquels nous avons assisté? Est-ce que ça vous sentez interpellé, vous qui êtes responsable d'un cas de concertation de la jeunesse?
Oui, on est véritablement interpellé parce qu'on s'est dit, on n'a pas encore fini, on n'a pas réussi, hein, à 100% notre travail, parce que notre travail, c'est de convaincre notre génération à être consciente. Et donc, du coup, et nous avons encore du pain sur la planche, on a encore du boulot. Et on continue de travailler, on n'a pas fini. Même après les élections, on a continué à travailler. Et on continue les rencontres pour quand même demander à notre génération de savoir raison de garder pas moment. Et comme je l'avais dit aussi sur ce plateau, c'est pas parce que j'ai faim que je dois manger tout. Donc, des fois, vous avez faim, on vous dit, venez manger, on dit, je suis rassasié. Et donc, par conséquent, nous avons véritablement du boulot. Et ça, ce n'est pas seulement notre travail. C'est aussi le travail de nos parents qui doivent pouvoir nous conscientiser tous les jours. C'est beaucoup plus votre travail parce que vous êtes absolument, mais là c'est pour l'ensemble. Tout le monde doit pouvoir travailler à cela. Voyez-vous? Et donc, du coup, et lorsque vous prenez donc dans nos rangs en tant que jeunes, il y en a encore qui sont désœuvrés, et qui sont en difficulté. Et donc, lorsqu'on leur lance ces miettes, rapidement, ils prennent et ils font quand même ce travail. Et vous avez dans le monde entier, nous avons plusieurs groupes sociaux que nous côtoyons. Il y en a qui sont véritablement conscients, il y en a qui sont encore à la traîne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire que cette jeunesse se laisse facilement instrumentaliser comme ça? Oh, oui, voyez-vous, la corporation jeune que nous constituons, comme je l'ai dit tantôt, et nous avons encore des difficultés. Nous avons des difficultés d'emploi, nous avons des difficultés de conscience et de morale. Voyez-vous? Et lorsque ces trois facteurs-là réunissent, et ça pose un véritable problème lorsque nous avons quand même... conscience morale. Absolument. Lorsque nous avons quand même des avantages devant nous, on se laisse facilement. Hein, voyez-vous, surtout la question de conscience. Surtout la question de conscience et de morale. C'est une question d'éducation aussi. Voyez-vous, et ce n'est pas que je ne voudrais pas insulter du tout pas, ce n'est pas là mon intention, mais c'est pour dire que lorsque vous êtes éduqué dans un milieu où il n'y a pas la violence, c'est souvent difficile pour vous donc de vous mêler à ces trucs-là. Même des fois, on a peur de voir la violence. On a peur donc de voir des choses horribles. Voyez-vous, et donc, il y en a qui sont habitués. Mais nous continuons de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup donc d'associations de jeunesse qui travaillent pour que ces trucs-là soient dissipés du jour au lendemain. Parlons de la victoire de votre candidat. Vous avez dit, ça vous réjouit, vous êtes très heureux. Et ça se lit d'ailleurs dans votre discours. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait gagner Patrice Talon? Oui, ce qui a fait véritablement gagner notre candidat, notre duo, c'est d'abord le travail abattu par la tête, le travail pendant les 5 ans passés. Et il faut avouer qu'au départ, parce qu'il fallait changer certaines donnes, il fallait changer certaines habitudes. Mais au finish, on s'est retrouvé dans un dispositif où on s'est dit, bon, là, l'avenir est rassuré. L'avenir est rassuré pour qui? Pour nous jeunes. Hein? Donc, du coup, ce qui nous a plus rassuré, c'est le travail, c'est l'engouement, l'engagement et la détermination de l'homme. Hein? La détermination de l'homme à aller de l'avant. Voyez-vous, il y a quelques corrections aussi qui s'opèrent aujourd'hui au niveau donc des comportements, des habitudes, que ce soit au niveau donc des fonctionnaires, des opérateurs économiques, des artisans et de tout le monde. Hein, même dans nos rues aujourd'hui, il y a plus... Souvent, où quand vous heurtez quelqu'un, il vous dit notre yomé, bon, entre griffes. Et ça, tout ça là a diminué. Vous voulez dire qu'il y a eu un changement de comportement? Absolument. Il y a eu véritablement un changement de comportement. La question sécuritaire, où lorsque vous prenez votre véhicule de Calavi pour Cotonou, vous devriez être arrêté par au moins une dizaine donc, de policiers. Tout ça là s'est arrêté. Et la construction donc, des infrastructures socio-communautaires qui foisonnent partout dans les rues et qui aujourd'hui, le côté sport, où la jeunesse, presque dans tout le pays, a les lieux qu'il faut pour aller faire le sport très facilement. Donc je voudrais parler donc de nos stades. Ne sont pas encore inaugurés. Mais néanmoins, je pense que lorsque nous avons parce que nous avons quand même la chance donc de parcourir la majorité donc des sites que le chef de l'État a eu à faire pendant les campagnes, on a vu que les terrains étaient pratiquement
fin prêt. Et c'est là où nous avons tenu la majorité donc, des meetings donc, du chef de l'État. Et donc, du coup, et les jeunes, quand même, côtoient déjà donc, ces stades, même si ce n'est pas encore officiellement livré. Pour pratiquer des disciplines sportives, pour laisser éclore son talent, son potentiel, on a sans doute besoin de se remplir correctement la panse d'abord. Il faut bien avoir bien manger et satisfaire les besoins fondamentaux, n'est-ce pas? Oui, merci, monsieur André. Cette question, je m'étais apaisanti véritablement là-dessus la fois dernière quand j'étais sur votre plateau ici. Et pour dire que le chef de l'État ne passerait pas dans les maisons pour nous donner à manger. Et nulle part, ça ne se passe comme ça. Même aux États-Unis, en Chine, en France, partout, nulle part. A-t-il fait déjà ce qu'on fait ailleurs pour que les gens mangent? Aujourd'hui, nous avons les chantiers. Voyez-vous, moi, je suis un opérateur économique. Nous avons des chantiers où on emploie nos jeunes. On emploie nos jeunes. Maintenant, s'il y a un jeune où il y a des Béninois encore qui se croient encore dans l'ancien système, où il faut s'attendre au meeting donc, du samedi ou du dimanche pour s'empocher 10 000, 5 000. Et là, vraiment, et nous leur demandons et nous continuons quand même d'implorer l'indulgence de ceux-là à se mettre véritablement au travail parce que nous avons besoin de travailler pour le développement de notre nation. Cette jeunesse affamée se laisse instrumentaliser aussi. Oui, affamée, voyez-vous, il y a une manière d'avoir le travail. Le travail, ce n'est pas forcément d'aller à un concours et de réussir pour s'asseoir dans un bureau. Mais vous pouvez vous lever de votre maison, aller à Tokpa et demander à une dame, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puisque moi, je l'ai fait. J'ai été employé dans plusieurs sociétés où on se lève un beau matin. Je me suis levé aussi plusieurs fois pour aller demander au DG ou bien un directeur commercial. C'est vrai, je n'ai pas encore l'expérience technique, mais j'ai la volonté, j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et ça m'a procuré du travail à un moment donné, avant que je sois moi-même. Donc, je ne perçois pas qu'il y ait des jeunes qui se lèvent le matin, qui s'assoient à la maison, à moins que vous êtes élève ou étudiant, où vous devriez aller quand même, ou apprenti. Mais lorsque vous dépassez donc, cette étape, vous devriez vous lever de la maison, marcher et même aller dans des maisons pour dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ça, j'en rencontre tous les jours presque. Lorsque des fois, je me permets de rester à la maison jusqu'à 9h, je rencontre peut-être un jeune qui vient à mon portail et qui veut dire « Ah, monsieur, vraiment, je suis dans le quartier, je n'ai pas d'emploi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux vous faire ?» Ces jeunes, même si je n'ai pas quelque chose de façon imminente à lui donner, j'essaie quand même de l'encourager. Même par des mots, j'essaie quand même de l'encourager et d'aller plus loin. À l'issue de l'élection présidentielle, Patrice Talon, le duo Talon-Talata, est sorti avec 86, et quelques pourcents. Alors, quel signal, selon vous, l'électeur béninois a voulu donner à Patrice Talon? Ah, formidable. Il faut avouer que je ne m'y attendais pas à ce taux donc, de suffrage que mon candidat pouvait, ou bien mon duo pouvait obtenir. Nous, on travaillait autour de 70% pour le chef de l'État. Mais fort heureusement, la population en a voulu autrement et plus grand. Et donc, pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté, c'est à dire d'office que ce que fait le chef de l'État, bon nombre apprécie. Bon nombre apprécie, même si on allait à 100% donc, de taux de participation par rapport au nombre d'inscrits sur nos listes, le chef de l'État allait avoir au-delà peut-être donc de ce 80%. Si ce n'est pas qu'il y a eu d'intimidation, il y a eu donc de création de psychose dans les cœurs donc, de nos parents, dans la tête de nos parents, et le chef de l'État allait faire le meilleur score peut-être en Afrique. Et je pense que c'est ce qui est fait d'ailleurs. Et les réformes ont marché. Les réformes ont marché en 2 ans. Je peux dire en 2 ans. Parce que le chef de l'État a pris pratiquement 3 ans avec son gouvernement. Ils ont pris 3 ans et pour faire que donc, des travaux intellectuels. Donc, c'est-à-dire, je voudrais parler des études, des consultations, et pour voir où est-ce qu'il faut commencer, et où est-ce qu'on va, ainsi de suite, poser des balises en quelque sorte. Et donc, 2 ans après, les chantiers ont commencé par sortir. Les réalisations sortir. Et ça a émerveillé le Béninois. Et moi, lorsque je parcourais le pays, même bien avant la pré-campagne, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai passé des semaines dans le nord, j'ai passé des semaines dans le centre, et puis au sud, ici, chez moi, j'ai parcouru des villages. J'ai entendu beaucoup de choses. La seule chose qui manque aujourd'hui au Bénin et dont tout le monde parle, c'est une seule chose. Le monde est fait d'une multitude donc, de composantes. Mais si c'est une seule chose qu'on reproche à l'homme, je pense qu'il a réussi, le social. Et je pense que pendant les campagnes,
j'ai entendu le chef de l'État a dit, c'est terminé. Je vais faire ce que je dois faire, c'était de l'entraînement. Maintenant, le match commence. Le véritable match commence. Et là-dedans, je mets le social devant. Les jeunes auront de l'emploi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, je pense que le chef de l'État, jusque-là, n'a pas démérité. Et c'est une fierté. Quand on vous écoute, tout paraît juste et parfait. Et pourtant, pendant la campagne, les challengers de Patrice Talon ont trouvé des thèmes de campagne. Ils ont notamment battu campagne autour de la restauration de la démocratie, autour des insuffisances liées à la mise en œuvre de la réforme du système partisan, autour du caractère pas tout à fait inclusif des élections qui ont accompagné, enfin qui ont suivi la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Le challenger de Patrice Talon, oui, d'accord. Mais lorsque j'ai suivi peut-être les deux duos challenger, donc du duo Patrice Talon-Talata, il y a quelque chose qui a manqué. En tout cas, moi, ils ne m'ont pas convaincu. Ils ne m'ont pas convaincu. Je suis très sûr qu'ils n'ont pas convaincu. Bon nombre de Béninois, c'est pourquoi ils ont eu quand même ce suffrage. Mais attention, il faut avouer que 11% de Béninois qui ont été convaincus par le second duo, oui, 11%, et 2,37% par le... 11% comparé à 86%, et il n'y a pas de match. Ce sont aussi des Béninois, ça fait à peu près 400 000 Béninois, c'est pas oui, petit. il n'y a pas de match. Sur le thème de campagne, oui, 400 000, sur les reproches qu'ils ont fait au bilan de Patrice Talon. C'est sur ça que je voulais surtout... Oui, bien sûr, j'en viens. J'en viens. Il faut avouer que lorsque vous prenez les arguments évoqués, parce que je n'ai pas lu un vrai projet de société avec ces deux challengers. Je n'ai pas lu un vrai projet de société. Je me suis dit à un moment donné, il n'y a pas eu un travail technique et politique qui a été fait en leur sein pour pouvoir montrer aux Béninois que nous pouvons. Voyez-vous, lorsque je suis en face de toi, je veux te combattre, je dois réfléchir et je dois aller chercher d'abord ta pensée. D'accord? Je dois aller chercher d'abord ta pensée et je me mets maintenant au tableau et je définis les contre-attaques. Tu vois? Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a que, bon, ici on va améliorer. Mais c'est celui qui a commencé, c'est lui qu'il faut voir d'abord. Améliorer, ça ne veut rien dire. D'accord? Et donc, du coup, techniquement et politiquement, je n'ai pas encore vu un véritable challenge. Mais néanmoins, c'est des candidats qui n'ont pas démérité, c'est des Béninois. Et ils pouvaient démontrer davantage leur technique politique pour impacter plus les Béninois et les convaincre à voter pour eux. Mais malheureusement, ils n'ont pas su gagner cela. Donc il faut avouer que notre candidat Patrice Talon a tous les éléments, a toutes les techniques et tous les experts autour de lui. Et on n'a plus à aller chercher ailleurs. Lorsque vous parlez des challengers, pour moi, personnellement, en tant qu'acteur politique, je peux vous dire que on n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Et même pour ceux qui sont restés hors jeu, parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils ne se sont pas véritablement préparés pour aller aux élections, même s'ils étaient au cœur donc, du match. Je ne pense pas qu'il puisse... Je voudrais vous relancer, si vous permettez. Oui, selon vous, Patrice Talon, il a tout pour lui, tout ce qu'il faut. Oh. Mais vous avez dû l'entendre dire lui-même, après donc, la proclamation des résultats provisoires, qu'il s'améliorerait et qu'il entendait améliorer sa façon de gérer. Ça veut dire qu'il reconnaît quelque part oui, monsieur, que tout n'est pas parfait. Oui, monsieur André, oui. Je peux vous dire que le chef de l'État, d'abord, c'est un homme humble. Et ce qu'il dit là, c'est l'humilité. D'accord? Nul n'est parfait. Et lorsque vous voulez évoluer, vous devriez tous les jours chercher à améliorer ce que vous faites. D'accord? Et donc, c'est normal qu'il puisse dire, j'améliorerai tout ce que j'ai fait jusque-là. C'est normal. Ne pas l'avoir en soi et dans son esprit, c'est échouer d'avance. D'accord? C'est à croire que, bon, il connaît déjà tout. Non, on ne peut pas tout connaître. Mais lorsque le chef de l'État aussi dit dans ses expressions souvent, j'ai le flair, j'ai le flair du talent. Et ça veut dire, il sait comment capter l'expertise, comment capter l'expertise qu'il lui faut pour réussir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas, des fois en politique, vous voyez, c'est du copinage. Voyez-vous, ou bien, bon, parce que j'ai fait le même parti politique avec lui, ou bien parce que j'ai été à l'école avec lui. Or, j'ai l'expertise à côté de moi.
J'ai l'expertise à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'il veut? En tout cas, un bon homme qui réfléchit, cherche à réussir. Et pour réussir, il faut avoir les instruments capables à côté. Et les instruments capables, c'est l'expertise. Ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas la familiarité. Non, ce n'est pas de l'amitié. Mais c'est la qualité qu'il faut. Donc, le chef de l'État, il a dit plusieurs fois qu'il a le flair donc, du talent. Et je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Lorsque vous prenez un gouvernement en entier, dans son entièreté, qui a fait 5 ans, sans des remaniements techniques tous les jours, c'est à dire qu'il n'y a pas match. Dès le début, il sait avec qui il peut faire pour réussir. Alors, et c'est resté comme ça. Vous appréciez le fait que Patrice Talon ne nomme pas à tout va et chaque mercredi, tout le temps des conseils des ministres où on nomme ou on limoge comme l'on veut. C'est pas moi, c'est vous aussi. Ce n'est pourtant pas tous les Béninois. La vie d'autres acteurs. C'est rare fois que vous allez constater ça dans nos pays africains. Est-ce à dire que Laurent Zomaï lutte, a défendu et continue toujours de défendre le candidat Patrice Talon, les actions du président Patrice Talon, s'est battu pour sa réélection et n'attend pas un poste? Loin de là, je pense que même si le chef de l'État peut vous prendre en tant que un meilleur communicateur, parce que comme il a le flair déjà donc du talent, s'il pense que bon, en votre sein ici, il lui faut quelqu'un pour l'aider à réussir, moi je pense, mais ma personne m'importe très peu. Mais au sein donc de la jeunesse, moi j'ai travaillé pour ma génération. Vous travaillez pour les autres, donc c'est ça? Je ne travaille pas forcément pour les autres, je travaille pour ma génération, c'est deux choses différentes. Et dans ma génération, j'y suis. D'accord? Quand on fait de la politique, c'est sans doute pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes personnellement? Mon option actuelle est l'option donc du cadre que j'ai l'honneur de conduire, c'est de travailler pour notre génération. D'accord? Pas forcément pour aujourd'hui, mais peut-être pour demain. Ça c'est le prétexte. Non, ce n'est pas affaire de prétexte, c'est de la réalité. C'est pour dire que si demain, le chef de l'État pense que en votre sein ici, en tant que jeune, il faut quelqu'un pour lui, pour faire le travail, moi j'accompagne celui-là. Nous on accompagne. D'accord? L'essentiel est que ça soit jeune. Parce qu'avec cette jeunesse, nous sommes convaincus que quelque chose sera fait de bien. C'est plus facile pour moi d'appeler en tant que André, veuille faire appel à des talents au sein de votre organisation. Si le chef de l'État pense que si le chef de l'État découvre en moi le talent qu'il faut pour l'amener, le point ne s'oppose pas. Je suis béninois comme tout le monde. Mais mon souci n'est pas du tout là. Mon souci est carrément ailleurs. Carrément ailleurs. Comment faire pour réussir et que nos enfants puissent réussir demain et que nos enfants soient fiers donc, de notre pays demain. Du CCJ partagent ce point de vue? Absolument. Tout ce que je dis ici, je ne le dis pas pour moi, je le dis pour mon cadre. Je le dis pour le cadre de concertation des jeunes. Et je ne viens pas ici parce que vous m'avez invité il y a 2 jours, 3 jours. Je fais toujours une concertation. Sans doute que vous avez aussi des jeunes autour de vous qui rêvent d'être nommés aussi, non, Monsieur Zomaï? Oui, c'est normal, d'accord? C'est normal parce que chacun veut faire valoir ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il sait faire, ce qu'il est, ses compétences. Et donc, du coup, mais ce n'est pas une exigence. D'accord. Non, ce n'est pas une exigence. Mais si le chef pense que, avec ce que nous avons déjà fait, nous avons fait avec lui, s'il pense travailler avec nos compétences, nous on est prêts. Nous ne sommes pas des fainéants. On ne dort pas à la maison et 24 heures sur 24. Et donc du coup, nous notre problème, ce n'est pas de commander un poste de ministériel ou un poste de responsabilité. Non, du tout pas. Mais nous accompagnons les réformes, nous accompagnons la dynamique. Alors, est-ce que, bon, pour rester dans la même lancée, la nomination, les récompenses, ou si vous voulez, le partage du gâteau, je le dis comme ça. Les récompenses dont nous avons besoin donc, du chef de l'État, c'est de continuer la dynamique. De continuer la dynamique pour rentrer chez moi à Calavi, que je n'ai plus de problème, qu'il n'y ait plus de l'eau sur la voie,
que j'ai plus de problèmes de délestage, que j'ai plus de problèmes donc d'eau potable et que mes parents au village aient accès à l'électricité, à l'eau potable et aux infrastructures routières. Et surtout qu'il y a aussi le contournement nord, le contournement qui a été... Il y a un universitaire qui, après avoir écouté le chef de l'État, Patrice Talon, lors de son intervention après la proclamation des résultats provisoires, il avait dit à peu près ceci, il remerciait l'équipe qui a été avec lui, et il a ajouté « et qui sera ?» Et l'universitaire de me demander « mais pourquoi il dit qui sera ?» Ça veut dire que la même équipe va rester, et nous autres qui sommes là, qui aspirons aussi à être... Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Non, ce que j'ai envie de dire, est-ce que ces inquiétudes vous paraissent... Lorsque vous parlez d'un universitaire, ça veut dire que c'est un élément de ma génération. Et je puis d'abord lui dire que si le chef de l'État pense que cette équipe qui a travaillé avec lui pour que nous puissions avoir cette réussite au bout donc des 5 ans, et s'il veut conduire cette équipe, moi je suis pleinement d'accord et je lui demande donc de soutenir cela, parce que le tout ne suffit pas de changer. Pour participer au développement donc de sa nation, on n'a pas besoin forcément d'être ministre, on n'a pas besoin forcément d'être maire ni d'être député, mais en étant même citoyen, simple citoyen, on peut concourir véritablement au développement de sa nation à travers son propre travail. À travers son travail d'abord à l'université, en boxant et en suivant véritablement le cours et en travaillant pour être meilleur. Et lorsque vous êtes dans la vie active, professionnelle, libérale, vous devriez travailler pour votre entreprise et pour ceux qui travaillent dans votre entreprise et autour donc de vous et pour la nation. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être ministre, on n'a pas besoin forcément d'être président de la République pour travailler pour sa nation. Et je pense que c'est ce que nous faisons au sein donc du cadre de concertation des jeunes. Mais je dis et je redis, en notre sein, il y a des compétences, il y a énormément de compétences. Donc, si on en a besoin, nous sommes là pour en fournir. Je voudrais poser une question qui est plutôt à deux volets. J'avais demandé qu'est-ce qui a fait gagner Patrice Talon. Maintenant, j'ai envie de vous demander qui a fait gagner Patrice Talon. Oui, c'est le peuple béninois qui a fait gagner Patrice Talon. Et je pense que personne ne doit se targuer donc de cette réussite, que ce soit les partis politiques ou les mouvements ou des individus. C'est un travail que nous avons fait. C'est un travail que nous avons fait en commun. Comme beaucoup le font. Non, du tout pas. C'est un travail que nous avons fait en commun. À la date d'aujourd'hui, je ne peux pas évaluer pour dire, moi j'ai fait participer 10 000 personnes, moi j'ai fait participer 100 000 personnes à voter pour Patrice Talon. L'Union progressiste a travaillé, Bloc républicain a travaillé, PRD, l'UDBN, MOEL, CCJ et puis d'autres mouvements certainement ont travaillé. Et donc du coup, je puis dire que c'est le peuple qui a fait réussir Patrice Talon. Quelle est au fond la participation du CCJ à la réussite de Patrice Talon, en fait du duo Patrice Talon? Merci beaucoup. Et CCJ a commencé par travailler très tôt pour la réussite donc de notre candidat. Même si nous n'avons pas déclaré très tôt que c'était notre candidat, nous avons en tout cas lorsque nous rencontrons nos militants, nos sympathisants, et dans nos langages, déjà ils savent que voilà la position de ceux-ci. Et là, pour maîtriser une élection, j'ai toujours dit, pour maîtriser une élection, il faut maîtriser d'abord la liste électorale. Et là, c'est comme ça, c'est à partir de cet instant que nous avons commencé par travailler depuis le toilettage donc, de la liste électorale par COSLEPI et l'ANT, où nous avons déployé nos équipes sur toutes les zones du territoire pour aller sensibiliser chacun dans sa zone, pour aller sensibiliser, à aller consulter d'abord les listes affichées et corriger les éventuelles irrégularités. Et si possible, déplacer ceux qu'il faut déplacer, parce que chacun dans sa position a un électorat. Et ensuite, exhorter les jeunes, c'est-à-dire les nouveaux électeurs, ceux qui ont nouvellement 18 ans. Les nouveaux majeurs. Absolument. Et à aller donner leur nom pour se repositionner sur ces listes électorales. Nous avons fait ce travail-là pendant 2 ou 3 semaines sur tout le territoire. Et on est convaincu, lorsque la liste est sortie, on était convaincu qu'un travail est fait. Et donc, nous avons la majorité donc, de nos électeurs sur ces listes. Lorsque vous ne réussissez pas ce côté, c'est que d'office, vous avez déjà échoué. C'est pourquoi, d'avance, je vous disais, Patrice Talon et sa colistière, éventuellement, Patrice Talon, au départ, était déjà réélu s'il était candidat. Et ensuite, nous avons travaillé pour sensibiliser sur la question de la paix.
Parce que s'il n'y a pas la paix, s'il y a la violence, on ne peut pas aller aux élections normalement. Voyez-vous, à un moment donné, ce qui s'est passé, ça a créé de la psychose et ça a créé de la peur à telle enseigne que certains, malgré qu'ils ont la volonté d'aller voter, ont eu peur de sortir. Vous voyez, tout ce qui a concouru et quand même à ce taux de participation dont nous venons de parler. Et ensuite, pendant les campagnes, nous avons battu fortement campagne autour du chef de l'État. Le CCJ était présent partout où le chef de l'État était passé. Je ne dis pas moi, parce que je n'ai pas besoin d'aller à Nati Tengou, j'ai mes éléments à Nati Tengou, je n'ai pas besoin d'aller à Djougou, j'aime mon équipe. Parce que le CCJ a eu un ancrage territorial. Oui, national. National, bien convaincu, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul Béninois qui puisse nous dire le contraire. Mais le CCJ a fait son travail et s'est fait remarquer sur toute l'étendue du territoire. Et parce que nous avons eu l'expertise, nous avons eu quand même la chance de côtoyer la jeunesse pendant plus de 15 ans. Et donc, du coup, nous maîtrisons quand même notre génération. Et c'est ce que nous avons fait aux côtés du chef de l'État. Nous l'avions déjà fait aux côtés de Pourquoi d'autres chefs de l'État. Ce n'est pas au regard de ces éléments que vous évoquez, l'expérience, l'ancrage territorial que vous évoquez. Pourquoi vous ne franchissez pas le pas vers un parti politique comme un autre mouvement a pu le faire récemment? Oui, il y a un problème. Voyez-vous, avec les réformes du système partisan, le tout ne suffit pas de se dire je suis parti politique. Si nous continuons à faire ça, c'est qu'on va revenir à l'ancien système. Où d'ici 5 ans, vous allez compter encore, comment on appelle, environ 200 partis politiques. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Ce que nous faisons, comme je l'ai toujours dit, c'est pour notre génération d'abord. Ce n'est pas forcément d'être élu maire, député, président de la République. Non, du tout pas. On ne peut pas faire ça au sein des partis politiques? Quoi? Cette lutte au profit de la génération, vous ne pouvez pas la mener au sein des partis politiques? C'est pourquoi d'ailleurs nous ne sommes pas pressés de devenir un parti politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être. Nous avons déjà nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour être parti politique, mais on ne se précipite pas. Vos militants sont dans des partis politiques qui existent aujourd'hui. Absolument. À la date d'aujourd'hui, nous avons des militants PR, nous avons des militants Union progressiste. D'où ma question de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de mener cette lutte-là au profit donc, de la génération au sein des partis politiques. Ceci pourra être décidé au cours de notre prochaine Assemblée générale éventuellement. Et maintenant, comme je l'ai dit en tant que président, et donc de cette formation de jeunesse, ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre priorité. Et déjà au cours donc de la campagne électorale, cela s'agitait au sein donc des partis politiques qui ne comprenaient pas nos positions. Nous sommes des purs produits politiques. Donc, nous on sait là où on va, mais on ne s'agite pas. Mais comme je vous l'ai dit, à notre prochaine Assemblée générale, tout cela sera défini. Est-ce qu'il faut devenir parti politique ou bien rester notre mouvement? Mais je pense que rester mouvement nous rendrait plus libres et plus forts. Mais pour former un gouvernement, pour former un gouvernement, Patrice Talon ne consulte sans doute pas les mouvements, il consulte les partis politiques. Est-ce que finalement, sinon, quelle est l'utilité de tout l'activisme quand on sait que le chef de l'État, il a promis être le promoteur des partis politiques? Oui, c'est normal. C'est normal. Et si vous lisez bien... Est-ce que ce n'est pas peine perdue? Non, du tout pas. Du tout pas. Vous ne pouvez pas travailler pour votre nation et dire que vous avez fait de peine perdue. Non. Jamais. Jamais. Ça, c'est... Enlevons ça donc de nos esprits. Vous ne pouvez pas travailler pour votre peuple et dire que vous avez fait de peine perdue. Lorsque vous êtes né dans un pays donné, c'est pour donner le meilleur de vous-même à cette nation d'ailleurs. Et c'est ce que nous faisons. D'accord? C'est ce que nous faisons. Et le chef de l'État n'est pas... C'est vrai, il peut consulter les partis politiques, mais rien ne l'empêche aussi de prendre parmi les mouvements. Oui, rien ne l'empêche. Parce qu'il n'est pas exigé que pour la formation d'un gouvernement, que les éléments doivent provenir forcément d'un parti politique ou des partis politiques. Pas se faisant il est libre, il peut aller même prendre, il peut même aller prendre dans la société civile pour en faire un ministre. C'est vrai, mais est-ce que ne serait-il pas en porte-à-faux, en contradiction avec la vision qui a inspiré la réforme du système partisan? S'il doit consulter des mouvements, des personnalités, des gens qui ne sont pas au sein d'institutions politiques légalement constituées. Lorsque vous prenez, bon c'est vrai que les choses ont changé, mais lorsque vous prenez le gouvernement actuel, combien ont été politiques avant d'être ministres?
lorsque vous faites la statistique, La c'est moins de réforme 1/5. Hein. Est plus récente que Oui, c'est pourquoi- la formation du gouvernement de Patrice Talon. Oui, et nous parlons d'ailleurs de Patrice Talon. Oui. Nous ne parlons pas donc des anciens gouvernements. Et donc, du coup, rien ne l'oblige même à prendre un seul ministre Je vais poser obligatoire. Non, une question suivez. piège. Je vais poser Il y a une question piège. Je vais connaître Ouais, bon, bien si c'est- volontiers. Si c'est piège, j'aime ça. Est-ce que Laurent Zomaï est-ce qu'il encouragerait Patrice Talon à consulter les mouvements dans la formation du premier gouvernement de son deuxième quinquennat? S'il y trouve la pertinence. S'il y trouve la pertinence. C'est aujourd'hui, c'est lui que nous avons élu comme président de la République. S'il pense que, au sein donc de cette formation de jeunesse, je peux quand même prendre des chances, nous sommes libres. Et il est libre aussi de le faire. Mais je dis, la Constitution ne l'oblige pas à constituer son gouvernement que des membres des partis politiques. Nulle part dans la Constitution. D'accord, il est libre de prendre dans les partis politiques, il est libre de prendre au sein donc des mouvements de jeunesse, il est libre de prendre au sein donc des ESC pour former son gouvernement. On va envisager un autre schéma, le schéma selon lequel Patrice Talon, pour former son gouvernement, ne consulte aucun mouvement et se contente des partis politiques. Que feriez-vous dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fera? Là, il n'y a pas de souci. Nous, on continue de l'accompagner. J'ai dit, et je le redis, nous, lorsque vous lisez les objectifs donc du cadre de concertation des jeunes que je conduis, il n'y a nulle part où on passe, on a écrit... Que c'est conditionné à votre... Non, du tout pas. Nous travaillons pour l'éthique au sein donc de la jeunesse, nous travaillons pour la promotion de la jeunesse, donc on n'a pas besoin forcément d'être ministre, on n'a pas besoin forcément d'être député. Donc du coup, nous travaillons pour nous-mêmes d'ailleurs, et nous accompagnons ce qui est bon. Donc la bonne gouvernance. Est-ce que vous sentez des jeunes de plus en plus attirés par la chose politique? Oui, bel et bien. C'est d'ailleurs la preuve donc de tout ce que nous avons fait. Si on n'est pas attiré par la chose politique, on ne se serait pas investi jusqu'à ce point. Hein? On n'aurait pas déployé autant d'énergie que vous avez constaté sur toute l'étendue du territoire et qui par moment a fait quand même tâche d'huile. Et donc du coup, il faut avouer que la jeunesse s'intéresse véritablement à la chose politique et veut véritablement participer à la chose politique parce que, comme on le dit, on ne peut pas faire votre bonheur à votre place. Donc, du coup, nous avons travaillé pour que nous puissions nous retrouver au sein, donc, sinon autour donc, de la table de décision. Donc, du coup, notre plaidoyer ici, c'est de demander au chef de l'État de toujours se rappeler de la jeunesse, comme il a toujours fait. Même si ce n'est pas ma personne, ça je le dis et je le redis. Vous voyez des jeunes qui sont l'essentiel est que moi je retrouve piétinés encore par des anciens, donc il faut que la jeunesse prenne son destin en main. Absolument, parce que je ne parlerai pas de piétinement donc de notre génération, mais je parlerai quand même de la négligence. Hein, et des fois, on néglige un peu notre expertise, notre potentiel. Hein, et puis, on pense que ce n'est que les aînés qui ont l'expertise, alors que les enfants aussi ont grandi, ils comprennent beaucoup de choses. C'est eux qui ont aujourd'hui l'énergie capable de pouvoir affronter certaines difficultés. Donc, il fallait quand même rester en arrière, les accompagner, les pousser, les encourager, que de vouloir rester au front. Est-ce que vous reconnaissez quand même que Patrice Talon, pour son premier quinquennat, a quand même fait appel à assez de jeunes dans son gouvernement? Et c'est d'ailleurs ce que je félicite. Je félicite et je continue de demander que cela continue. Et continue davantage. Continue davantage. S'il y avait 5-6 jeunes au gouvernement, j'aurais souhaité que ça aille jusqu'à 15 et que le reste se donne parce que nous avons besoin de côtoyer quand même nos aînés pour quelques sagesses dont on a besoin encore. Oui, allez-y. Est-ce que vous parlez un peu de... Non, allez-y, André, de ça. Allez-y. Bon, alors, tu penses qu'on va évoluer dans notre entretien. On va maintenant penser, on va regarder de l'avant et voir, selon vous, sur quel signe, selon vous, doit s'inscrire ce second mandat de Patrice Talon. Bon, en tant que jeune et en tant que promoteur donc, de la question de la paix, j'aurais souhaité demander au chef de l'État de pardonner véritablement les Béninois, les fils béninois,
ou les filles béninoises qui tentent à déstabiliser la question donc, de la paix, et surtout en ces périodes électorales que nous verrons de traverser, de fermer les yeux sur certaines choses, et de les appeler à la conscience, et de travailler à ce que tous les Béninois comprennent que ce qu'il fait, au fait, c'est pour nous, et non c'est pour lui. Et donc, du coup, j'aurais voulu qu'il travaille à cela en tant que père de la nation, et de travailler aussi avec les sages et les notables donc, de toute la nation pour que des travaux de concertation se fassent dans chaque zone afin que tous les Béninois puissent revenir et contribuer au développement de notre nation. Ça, c'est un vœu en tant que jeune, parce que vous savez, des fois, nous sommes en tant que jeunes conscients, nous sommes chez nous et on vit certaines situations, et on se dit quel lendemain. Et donc, ça, c'est une demande personnelle. Et au nom donc de mon mouvement cadre de concertation des jeunes que je dirige, que c'est un vœu que nous demandons au chef de l'État de le faire pour nous et non pour les autres. Le signe du pardon donc pour ce quinquennat qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas un appel un peu à des fautes orphelines? Parce que des gens ont commis des fautes. Il faudrait qu'ils répondent. C'est ça, je dis. Qu'on veuille ou pas, c'est la même famille. D'accord? C'est la même famille. Je suis pleinement d'accord qu'il faut punir. Oui. D'abord, moi, je punis beaucoup chez moi à la maison. Je punis énormément mes enfants. Donc, je ne vais pas refuser au chef de l'État de ne pas punir en tant que père donc, de la nation. Vous êtes un père fouettard. Oui, ça, là, je le fais. Et ce n'est pas fouettard. Mais j'essaie quand même de le faire dans les normes. Rigoureux. Un peu rigoureux. Et je le fais dans les normes. D'ailleurs, je ne tape pas moi. Mais je punis. Il y a plusieurs manières de punir. Donc, du coup, moi, je demanderais au chef de l'État que ce qui nous rehausserait davantage, c'est ce pardon. C'est ce pardon dont beaucoup ne s'y attendraient pas du tout. Et si ça venait vraiment, ça va nous rehausser davantage. On a encore environ une dizaine de minutes. Concrètement, en dehors du pardon, de la paix, de la décrispation aussi de climat politique, concrètement, sur le plan du développement, quelles sont les attentes du cadre de concertation de la jeunesse? Merci beaucoup, monsieur André. Et le chef de l'État a déjà perdu beaucoup de temps à faire des études, à faire des travaux intellectuels. Et aujourd'hui, c'est la mise en œuvre donc, des projets phares donc, de développement. Et je pense qu'il n'a plus besoin d'aller en arrière. Il n'a plus besoin de perdre 2 ans, 3 ans. Et je pense qu'en 5 ans, les 5 ans à venir, le chef de l'État fera beaucoup de merveilles. Il fera beaucoup de merveilles et on est convaincus parce que nous avons lu, même si on n'a pas côtoyé directement l'homme, nous avons lu quand même la capacité de l'homme à aller de l'avant, la capacité à anticiper sur bon nombre, donc sur beaucoup de choses. Et donc du coup, nous sommes convaincus que secteur par secteur, catégorie par catégorie, le chef de l'État va émerveiller au-delà même de notre nation, le monde entier. Et donc, du coup, nous lui demandons de rester toujours ferme sur cette question donc, de rigueur, ferme sur cette question donc, de la gestion et de la bonne gouvernance pour que, au terme donc, des 5 ans à venir, le Bénin puisse se retrouver à l'instar donc, des pays les plus développés de ce monde. Le projet souhaité du duo au Talon Talata, c'est le développement, ça y est. Pour vous, quel sens revêt ce projet-là? Le développement, ça y est, c'est ce que je viens de définir. Le développement, ça y est, c'est qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. En pleine campagne, nous avons constaté que le ministre de l'économie et des finances est allé décrocher un financement de plus de 300 milliards en pleine campagne. C'est inédit, c'est très rare fois vous allez retrouver ça. C'est très rare fois vous allez retrouver ça. Et je pense que j'ai lu encore ce matin la recherche donc de beaucoup de milliards le 29 avril prochain qui est déjà lancé. Et donc du coup, nous sommes très sûrs. Et avec le chef de l'État, je pense qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, il n'y a que de gains. Donc du coup, il n'y a rien à faire au terme donc, des 5 ans
Dans tous les cas, on sera tous heureux. La jeunesse est synonyme de créativité, d'innovation, de dynamisme. On sait, Patrice Talon, oui, c'est l'asphaltage, c'est les infrastructures, on a vu, c'est l'énergie, c'est un certain nombre de choses, le sport, les infrastructures sportives, l'épanouissement, en tout cas, de la jeunesse sportive. Mais quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte de nouveau à sa façon de gérer le pays? Quelles sont les innovations que vous attendez pour les 5 prochaines années? Oui, quoi de nouveau on peut vouloir? Quoi de nouveau on peut vouloir en dehors de demander l'ascension de ce qui est déjà entamé? Lorsque d'autres viennent pour dire nous allons améliorer, il y a plus de secteurs négligés. Tous les secteurs sont attaqués. D'accord? Tous les secteurs. Donc c'est à défaut de commencer par citer secteur par secteur que j'ai tout défini de façon globale. Bon, je voudrais vous amener à citer au moins un secteur. Pour nous, non, je prends par exemple le secteur de l'asphaltage, donc la deuxième phase va commencer bientôt, dans plusieurs d'autres villes qui n'en ont pas encore connu, et encore dans d'autres villes où on en a encore besoin. Donc du coup, lorsque vous quittez ce secteur, je parlais de 300 et quelques milliards à la fois dernière, qui a été décroché par le ministre de l'économie et des finances. C'est pour toujours améliorer le secteur énergétique. D'accord? Pour que, au terme donc des 5 ans, qu'on n'ait plus question de l'autonomie énergétique, et que même au-delà du Bénin, que le Bénin puisse revendre donc l'énergie à d'autres pays voisins. Ok, il a au moins annoncé que le second quinquennat sera le quinquennat du social. Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il met dans cet engagement qu'il a pris devant les électeurs? Si, moi je voudrais, à lire notre chef de l'État, le social, ce n'est pas les meetings. Ça, je mets ça de côté d'abord. Qu'aucun Béninois ne s'attende à cela, que nous allons animer les meetings tous les week-ends pour se faire empocher de l'argent. Du tout pas. Mais il aura d'emploi. Il aura d'emploi salarié, fonctionnel, c'est-à-dire fonctionnaire. Il aura d'emploi salarié privé, comme les chantiers où on aura besoin de la main-d'œuvre. Il aura, le chef de l'État, je pense que les concours pendant 5 ans ont disparu un peu et aujourd'hui il y a du vide qu'il faut combler. Voyez-vous, donc il aura véritablement le social. Le social aussi, c'est peut-être la suite des cantines scolaires. Pendant ce quinquennat, il y a eu beaucoup de chantiers, vous en avez suffisamment parlé, des chantiers qui ont généré beaucoup d'emplois directs comme indirects. Et pourtant, on reproche toujours à son action, à sa gouvernance, de ne pas suffisamment travailler pour le social. Qu'est-ce qui manque, selon vous? Qu'est-ce qui nourrit ces reproches qui sont faits à l'endroit de Patrice Talon? Ce qui a manqué, au fait, rien n'a manqué. Mais ce qui a manqué, pourtant, rien n'a manqué, mais ce qui a manqué, c'est qu'il y a eu un changement de comportement brusque. Hein? Il y a eu un changement de comportement brusque qui a véritablement touché le corps social béninois. D'accord? Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est habitué et la suite ne poserait plus de problème. Je vous ai parlé aussi donc de la correction au niveau... On a pris le pli. Absolument, on a pris le pli et je pense que ça avance bien maintenant. Ça avance très bien maintenant, il n'y a plus question donc de serrer ceinture, ça se passe très bien. Le Béninois a compris que le Béninois a compris que pour manger, il faut travailler. On ne croise pas les bras pour manger. Et ça, ce n'est pas Patrice Talon qui l'a dit, même dans la Bible, ça a été écrit. D'accord? L'homme mangera la sueur de son front. Et donc, pour l'opérateur économique que vous êtes également, le changement a été brusque, vous aussi. Absolument. Il y avait une manière de passer les marchés. Ah oui? Bien sûr. Je ne suis pas un opérateur économique, mon entreprise n'a pas été créée en 2016. Du coup, je peux vous dire qu'il y a eu un changement au sein donc des passations des marchés, où il n'y a plus de bons de commande, où c'est un DG qui t'appelle et son secrétaire ou son collaborateur t'établit le bon de commande. Ce n'est plus ça. Même si c'est une cotation de 500 francs, c'est un dossier monté, vous compétissez. Et pour compétir aux cotations, c'est qu'il faut être d'abord dans la base de données des entreprises qui doivent souscrire ou compétir au marché de cette entreprise toute l'année. À chaque année, on appelle ça avis à manifestation d'intérêt. Et à chaque début d'année, nous compétissons à cela. Et c'est lorsque vous êtes retenu qu'il y a cotation qu'on vous appelle. Lorsque ça passe de cotation au DRP, c'est-à-dire aux demandes donc de renseignement de prix, c'est que c'est publié
même dans le journal officiel, même au niveau donc de la Direction nationale des passations de marchés publics, affiché au niveau donc des préfectures et des mairies, où vous pouvez aller consulter libre et vous compétissez. Si vous gagnez, il y a encore une institution qu'on appelle RNP. Si vous pensez que vous avez gagné, qu'on veut vous tripatouiller, vous pouvez vous plaindre. Et on va annuler le marché et relancer. Voyez-vous, donc il y a tellement de dispositions qui sont prises et ça fait qu'aujourd'hui, que vous soyez de la mouvance. Sans doute que dès le départ, Patrice Talon a été incompris quand il entreprenait ces réformes-là. Oui, c'était normal. C'était normal, c'est avec le temps que tout ça a été compris et les gens se sont conformés régulièrement. Moi, par exemple, je compétis à des marchés où je ne connais personne. Et si je gagne, on m'appelle. Si on ne m'appelle pas, ça veut dire que je n'ai pas gagné. Voilà. Quelles sont vos attentes personnelles pour le quinquennat qui s'annonce, oui, qui démarre le 23 mai prochain? Mes attentes personnelles ne sont nul d'autre chose que je demande au chef de l'État de continuer la dynamique. Je sais très bien de quoi je parle. Et je pense que le Béninois sait de quoi je parle. Pas de relâche. Pour le Béninois, c'est qu'il faut pas de relâche. Vous souhaitez qu'on continue de serrer de la ceinture ou bien non, on peut désormais... Quand je dis de continuer, c'est-à-dire c'est de ne pas baisser les bras parce qu'il sait que bon, peut-être si je finis, c'est terminé. Non, il n'a qu'à continuer le travail. La jeunesse le soutient. La jeunesse du cadre de concertation des jeunes est derrière lui et le soutient de façon indéfectible. Parce que tout ce qu'il fait, au fait, ce n'est pas pour lui ni pour sa famille, mais c'est pour moi, c'est pour ma génération. Et nous, on a encore 30 ans, 40 ans, et voire même 50 ans devant nous. Donc, s'il lâche, c'est qu'il nous aurait jetés à la pâture. Et c'est ce que je lui demande, donc, du coup, de continuer la dynamique pour que demain, on puisse être fiers d'être béninois. Vous auriez des craintes parce que généralement, quand on passe d'un premier mandat au second mandat, on se dit, bon, j'ai plus rien à prouver, voilà, je peux faire ce que je veux, puis je disparais, c'est bien ça. Je ne lui demande pas ça, je demande que la dynamique continue véritablement. Et s'il a besoin de nous, à tout bout de champ, nous on est là. Est-ce que c'est aussi la fermeté que vous recommandez à Patrice Talon? Absolument, la fermeté. Vous ne pouvez pas gouverner même votre petite maison sans une fermeté. Tout parent est faible devant les enfants et la maman, et la maison a toujours échoué. Lorsque le père a toujours une rigueur, au début, peut-être les enfants vont décrier cela, mais au finish, et c'est eux-mêmes qui apprécient. Nous avons eu un papa rigoureux qui nous a formés, on est fiers, voyez-vous. Et donc, nous aurions voulu que cette rigueur continue, mais comme je l'ai demandé avec beaucoup de douceur, beaucoup de pardon, et en tant que jeune, je le demande du fond de cœur. En tant que jeune, je demande beaucoup de pardon. Et parce qu'il y a beaucoup d'actes qui ont été posés et qui portent entorse à la gouvernance, à la bonne gouvernance, à la démocratie. Mais pardon. Merci beaucoup. Alors, ça va être sans doute la dernière question. Que doit-il faire pour améliorer le chantier politique, c'est-à-dire la réforme du système partisan, pour permettre une meilleure participation à la prochaine échéance électorale? Merci beaucoup pour cette question qui me préoccupe énormément. J'aurais voulu que, après la prestation de serment donc, du chef de l'État, qu'il y ait une table ronde autour donc, de la question politique donc, du système partisan et que certains jeunes soient conviés, quand même donc, à cette table donc, de discussion pour que nous puissions quand même par endroit noter ou notifier donc à l'autorité ce qu'on peut faire pour que la chose politique soit véritablement partagée par tous et profiter véritablement à la jeunesse que nous constituons. Et c'est très important pour moi parce que nous avons besoin d'une bonne politique pour la bonne gouvernance. On a besoin d'une bonne politique pour la bonne gouvernance et pour l'avenir. Cette table ronde que des acteurs politiques voudraient en fait, qu'on les associe à cette table ronde. Oui, bien sûr. Cette table ronde. Est-ce que tous les acteurs politiques doivent venir à cette table ronde-là ou bien il y a... Bien sûr. À cette table ronde, on aurait besoin quand même des aînés acteurs politiques, de la mouvance, des aînés acteurs politiques de l'opposition, et des jeunes, que ce soit de l'opposition ou donc de la mouvance, pour que nous puissions nous asseoir et discuter de la chose politique. Vous savez, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, comme on le dit, et donc en même temps, il n'y a pas d'objet sans faille.
Il n'y a pas d'objet sans faille. Et donc, du coup, il y a beaucoup donc, de coquilles qu'on peut corriger encore. De la manière ça fonctionne, il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger. C'est très important. Il y a une autorité qui dit que Patrice Talon ne dialoguerait pas avec les assaillants. Et quand il parle d'assaillants, il parle des acteurs politiques qui ont pu instrumentaliser des jeunes pour qu'il y ait des violences sur le territoire. Oui, lorsque vous êtes des rebelles, devant le patron, il n'y a rien à faire, il va vous écarter. Ça là, c'est clair et c'est net. Vous êtes dans un palais royal et vous êtes un rebelle, le roi va vous mettre de côté pour évoluer. Parce que lui, il a besoin de résultats. Nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans une république. Qu'on veuille ou pas, que ce soit une maison, que ce soit une société, c'est-à-dire un groupe social, que ce soit une république ou un royaume, c'est la même chose. C'est les hommes, d'accord? C'est une corporation, c'est un groupe social. Donc, du coup, on a besoin quand même de se voir et de se revoir tous les jours. Mais on ne doit pas faire de rébellion. Vous pensez que au cours d'un processus électoral où vous avez déjà été échoué, déjà au dépôt de dossier, vous vous permettez, parce que moi j'ai reçu par exemple, vous me permettez 30 secondes, j'ai reçu par exemple des jeunes du Mono qui m'ont appelé eux-mêmes pour dire, Monsieur Laurent, on nous a appelé pour dire, nous devons faire de la violence. Mais avec ce que vous faites en tant que cousin, en tant que frère, nous on est prêts, on n'est pas prêts à faire de la violence, mais on est prêt à composer avec vous. Si vous nous permettez, donnez-nous un rendez-vous. J'ai donné des rendez-vous, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec des jeunes. Vous les avez désarmés. Je les ai convaincus, ils n'ont pas fait de la violence dans le monde. D'accord. Votre mot de la fin, Laurent Zomaï, puisqu'on a fini cet entretien. Oui, mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier de façon sincère en tant que jeune. Et ensuite, remercier le peuple béninois pour le concours qu'ils nous ont apporté pour la réélection donc, du chef de l'État et donc de sa colistière Talon Talata, et de Talata plutôt. Et donc ensuite, demander à ma génération de continuer à prendre conscience sur la question de l'avenir et à accompagner actuellement les réformes en cours. Et puis donc accompagner le gouvernement sur place et le chef de l'État dans sa dynamique pour que le lendemain soit meilleur pour nous. Et tout ce qui se fait aujourd'hui, nous devons protéger cela. Nous devons protéger d'abord les acquis et pour pouvoir les pérenniser. Voilà ce que j'ai à dire et je finis pour dire infiniment merci au Dieu Tout-Puissant qui a su nous protéger. Et je n'oublierai pas, s'il vous plaît, je n'oublierai pas les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont véritablement travaillé et il y en a aussi qui ont eu des séquelles. Il y a eu des séquelles, véritablement, je compatis véritablement. Le cadre de concertation, pas encore. Je pense que nous sommes en train de prendre les dispositions. Et même ce matin, j'en ai échangé avec quelques-uns donc, de mon dispositif. C'est la nouvelle attraction. Hein, oui, tout le pour monde que nous va, puissions nous déplacer, aller faire part donc, de notre compassion à ces Béninois qui ont travaillé pour la paix. Et Laurent Zomaï, ça, on verra, président du cadre de concertation de la jeunesse. Merci d'être passé dans cette édition de Zone Franche. Merci Eman Aniabossou de m'avoir accompagné. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.